Attends, j'avais pas activé le son. Tu m'entends? Non, j'avais coupé le son hier, ça faisait du Larsen avec. Tu m'entends là, toi? Oui, je t'entends, oui. D'accord. Ok. Il y a combien? Il y a 4. Oui, mais je vois qu'il y a Olivier Drens qui est là. Oui, mais je n'ai pas mis l'image. Ah, voilà pourquoi. Voilà, là, vous avez l'image. Ah, voilà. On ne se rappelait pas votre visage, monsieur Drens. Oui. Par contre, vous pouvez voir que derrière moi, il y a un dictionnaire essentiel. Dans toutes les bonnes mairies, il faut un dictionnaire. Voilà. Bien. Mais alors, Petit Larousse ou Robert? C'est le petit Larousse grand format. Ah. Le Robert, c'est pas terrible. Ah. Alors, le mieux, c'est Littré. J'en ai un chez moi, mais je ne l'ai pas amené à la mairie. Tu t'es reposé un peu, Olivier? C'est un peu. C'est éprouvant, hein? Comment? C'est éprouvant. Oui. Non, mais c'était intéressant, mais effectivement, c'est bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à recadrer. Oui, oui. Parce qu'on ne peut pas tout mélanger. Après, on sent ce parcours qui nous ont permis, qui ont permis à toutes les communes, aux 37 communes de la communauté de communes du Sud Gironde, d'assister à des réunions, à des assemblées plénières au niveau, des commissions urbanisme ou des tables rondes à quelques communes dans les régions qui constituent la CDC du Sud-Gironde, c'est-à-dire le pays Paropien en l'occurrence aujourd'hui, mais il y a eu également sur l'ancienne CDC du Villain-de-Rothai, de Langon et de la rive droite de la Garonne. Aujourd'hui, on vous présente donc cette étape qui vient juste avant l'arrêt, ce qu'on appelle l'arrêt du PLU par le Conseil communautaire de la CDC du Sud-Gironde, arrêt qui aura lieu dans quelques semaines, et à partir duquel s'enchaînera un nouveau dispositif avec la consultation des personnes publiques associées et des citoyens. Bon, ça vous sera détaillé tout à l'heure. Donc, je laisse la parole à M. Albert pour vous présenter ces planches sur le PLU intercommunal. Merci, monsieur le vice-président. Bonsoir à tous et à tous. L'objet donc est de vous présenter en quelques diapositives la démarche et dans un temps suivant de laisser place à vos questions et d'y répondre bien évidemment. Pour commencer, il est important de rappeler qu'est-ce qu'un PLUI. On est sur une démarche stratégique, un projet de territoire en matière d'aménagement et développement durable du territoire et qui se porte sur les 10 prochaines années, donc sur le territoire de la communauté de communes du Sud-Gironde. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est un document, certes, qui sera approuvé d'ici un an environ, mais c'est un document aussi, une fois approuvé, qui a droit de faire et qui peut faire l'objet d'évolutions suivant les choix, bien sûr, et les projets des élus et des communes du territoire. C'est aussi un projet solidaire, solidaire par la cohérence du développement de chaque commune. Et on a bien inscrit chaque commune parce que sur ce document, et c'était une volonté politique, toutes les communes ont participé à l'élaboration et ont eu leur mot à dire. Et in fine, on travaille sur un document qui doit être cohérent. Cohérent et complémentaire dans la réponse aux besoins de l'ensemble de la population. Et c'est un des objets de ce projet. C'est aussi un projet qui va permettre de mutualiser les moyens. Donc, c'était les moyens pour réaliser un document à l'échelle de l'intercommunalité et de doter de toutes les communes d'un document d'urbanisme et aussi mutualiser des compétences pour avancer et réfléchir ensemble. Et enfin, ça reste bien évidemment un projet réglementaire, un projet qui va réglementer les droits du sol où chaque parcelle publique ou privée aura une destination. Et on verra lesquels en suivant. C'est aussi un document qui va à terme remplacer l'ensemble des documents communaux en vigueur. Certaines communes avaient des PLU, d'autres des cartes communales, et certaines n'avaient pas de documents, étaient au règlement national de l'urbanisme, et in fine, il n'y aura plus qu'un seul document sur les 37 communes, le PLUI. Et enfin, ça va être un document, de par la manière où il a été conçu, qui va être une référence et facilitateur dans l'instruction des autorisations d'urbanisme. C'est bien la volonté aussi dans la construction de ce projet, d'avoir un document qui soit plus facilement appréhendable par
les citoyens, mais aussi plus facilement applicable par le service instructeur. Ce PLU, il va porter sur, bien comme on vous l'a dit, sur 37 communes, 830 km², 40 000 habitants. Donc, c'est un territoire qui est grand et vaste, qui a bien sûr des particularismes. Et l'objet de ce document, c'est aussi prendre en compte ces particularismes tout en créant une homogénéité. Ce PLUI, il a été constitué de 4 grandes étapes. Actuellement, on est à la fin de la 3e grande étape. La première étape, c'est le diagnostic. Donc, au début de la démarche, c'était logique. Et on s'est intéressé à qui on est sur le territoire, qu'est-ce qui se passe, d'où on vient et comment se comporte le territoire sur des thématiques aussi importantes que la démographie, l'habitat, l'économie, le commerce, l'environnement. Donc, tout cela a été travaillé de manière très fine avec les élus. Et une fois que ce diagnostic et ce moment où ce qui on est a été partagé et les enjeux ont pu ressortir, il a été temps de travailler sur le projet. Alors, ce projet, il a un nom technique, c'est le PADD, le projet d'aménagement et développement durable, qui est le terme consacré par le Code de l'urbanisme. Nous, on parlera de projet. C'est un projet politique. C'est la stratégie et des objectifs de développement pour le territoire à horizon 10 ans que les élus ont souhaité mettre en œuvre. Et une fois que ce projet a été débattu donc par le conseil communautaire, pour montrer son importance, pour pouvoir passer à la phase réglementaire, on est dans l'obligation d'avoir un débat en conseil communautaire. Donc, ce débat a bien sûr eu lieu. On est passé à la traduction réglementaire. L'objet de celle-ci, c'est bien sûr de définir des règles communes applicables aux autorisations de construction et par type de zone. On a plusieurs zones. On a les zones urbaines, les zones naturelles, les zones agricoles, les zones à urbaniser. On y reviendra sur tout ça, on vous expliquera en détail. Donc, on arrive à la fin de ce moment où les élus, dans quelques semaines, seront prêts à arrêter, parce que le document, ça veut dire qu'on arrêtera la phase d'étude et on passera à la validation du document. Cette validation, elle comporte plusieurs étapes. Des étapes avec la consultation des personnes publiques associées. Donc, qui sont les personnes publiques associées? Derrière ce nom technique, c'est des partenaires de l'aménagement du territoire de la collectivité, aussi bien la DDT, donc qui est l'ancienne DDE, les chambres consulaires, chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers, chambres d'agriculture, les organisations viticoles sur ce territoire, les organisations forestières, le conseil départemental, le conseil régional et bien d'autres, toutes membres de la politique d'aménagement des territoires. Et donc, cette consultation va leur demander, bon, bien sûr, leur avis sur le document en fonction de leur politique qu'ils mènent. Il y aura aussi une enquête publique. Et là, c'est vous, le public, donc les personnes morales, qui seront interrogées, ils seront à même de donner un avis sur le document. Après ce temps de consultation des personnes publiques et d'enquête publique, donc, la collectivité aura le choix de répondre ou pas, de choisir de modifier ou pas en fonction de son projet. C'est des remarques, le document, pour in fine l'approuver en conseil communautaire une nouvelle fois. Et puis ce document deviendra exécutoire et deviendra le seul document d'urbanisme des 37 communes de la communauté de communes. Donc, on fait un petit focus très rapide sur le PADD, le projet. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la clé de. On parle souvent de la clé de voûte du PLUI parce que c'est lui qui doit donner le là vers où on veut aller. Donc, c'est un cadre qui vise à répondre aux besoins exprimés dans le diagnostic. Donc, à partir d'où on était, d'où on est, on se projette sur ce qu'on veut devenir à horizon 10 ans. Et c'est un document qui a été travaillé en étroite collaboration avec l'ensemble des élus lors de plusieurs ateliers. C'est un document d'orientation stratégique qui va devenir les choix de la collectivité. Et donc, vous voyez au centre de ce petit schéma qui illustre toutes les thématiques qu'il a fallu, bien sûr, évoquer dans ce PADD et qui ont été évoquées, et des choix ont été faits en faveur de ces thématiques. Et il y en a une plus particulièrement où il y a marqué objectif chiffré, c'est la lutte contre l'étalement urbain et la modération de la consommation d'espace. Donc, depuis plusieurs années, depuis les années 2000, il a fait état qu'en France, comme dans beaucoup de pays, l'étalement urbain gagnait le mitage et l'étalement urbain. Donc, l'urbanisation, l'artificialisation des sols était de manière beaucoup plus prégnante et se faisait au détriment des espaces agricoles, naturels et forestiers. Et donc, il est demandé, dans le cadre d'un document d'urbanisme, de faire un bilan
à 10 ans de ce qui a été consommé, chose qui a été faite, et de s'engager sur une modération, donc un objectif chiffré de modération de consommation d'espace, de maîtrise de cette consommation d'espace. Et vous verrez comment le territoire y répond. Ce PADD, alors bien sûr, il est déjà disponible sur le site de la collectivité. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous engage de le faire. C'est un document que vous pouvez télécharger en accès libre. Et donc, ce document, qui est le projet politique, il s'organise autour de 3 grands axes. Alors, on ne va pas aujourd'hui détailler ce projet parce que ce n'est pas l'objet de cette réunion. Il y avait eu des réunions publiques où on a évoqué ce projet déjà. Mais comme je vous dis, vous pouvez, dans tous les cas, le télécharger si vous ne le connaissez pas. Ces 3 grands axes. Un premier axe qui est garantir un cadre de vie de qualité. Donc, le constat est fait que le territoire a un cadre de vie de qualité, que les personnes veulent s'installer sur le territoire aussi pour le cadre de vie, et qu'il convient de le garantir et de l'offrir à l'ensemble de la population, et pour cela, mettre en œuvre différentes politiques. C'est aussi l'accompagnement du développement de l'économie locale. On a une économie locale qui est encore pas assez développée, même si elle se développe depuis plusieurs années, notamment sur les pôles. On a un besoin d'une économie locale. Pourquoi? Pour pouvoir faire le choix de résider et vivre en Sud-Gironde, résider et travailler en Sud-Gironde. Et donc, c'est dans l'ambition du territoire de développer cette économie locale et de mettre en œuvre les outils pour permettre à la développer. Enfin, c'est protéger les ressources naturelles. On a un territoire où les ressources naturelles sont très, très importantes, sont reconnues pour certaines, et elles sont vecteurs du cadre de vie de qualité. Donc, si on vit bien sur ce territoire, c'est aussi parce qu'on a des ressources naturelles, parce qu'on a un milieu riche, diversifié, qu'il convient de protéger. Et enfin, c'est aussi ce milieu naturel, ça peut être un support de valorisation touristique du territoire. Et donc, dans le cadre du projet, cette question touristique a été longuement abordée. Comment on a travaillé sur la traduction réglementaire? Sur la traduction réglementaire, c'est la 3e étape de l'élaboration du PLUI, et il y a différents outils qui ont été utilisés. Bien sûr, il y a le règlement graphique. Jusqu'à maintenant, vous le connaissez, donc c'est pour chaque parcelle, on saura en fait sa destination en termes d'utilisation du sol. Ensuite, on a un règlement écrit. Et là, vous verrez, on vous le présentera juste après, un peu après, c'est que c'est une nouveauté. On a un règlement écrit qui est beaucoup plus simplifié et organisé de manière différente. Et enfin, on a des secteurs en jeu. Donc, ces secteurs en jeu dits d'orientation, d'aménagement et de programmation, OAP, excusez-moi du terme, c'est le terme consacré, c'est les secteurs de projet. C'est les secteurs, globalement, c'est les secteurs d'extension, même s'il y a certains secteurs de projet en zone urbanisée, c'est globalement les secteurs d'extension urbaine qui font l'objet d'un projet d'aménagement sommaire que devra respecter le développement de la zone. On y reviendra. Donc, de manière très schématique, le plan du zonage réglementaire, donc le règlement graphique qu'on va retrouver sur toutes les communes du territoire, c'est un règlement qui s'organise autour de 4 grandes zones, types de zones. Les zones U, comme urbaines, donc c'est les zones qui sont déjà construites pour l'habitat, des équipements publics, des activités économiques, et qui sont à même d'autoriser une nouvelle construction en fonction des destinations choisies par la commune et la collectivité du Sud-Gironde. Il y a aussi des zones à urbaniser. Donc, c'est celles qui sont le support des OAP. Donc, c'est les zones d'extension. C'est des zones en continuité des zones habitées ou économiques et sont destinées à être aménagées dans un futur plus ou moins proche. Il y a aussi des zones A comme agricoles, qui sont destinées à l'activité agricole en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Et enfin, des zones naturelles, vouées à être protégées en raison de la qualité des sites et des milieux naturels, des paysages et de l'intérêt écologique. In fine, toutes les parcelles du territoire ont une de ces 4 destinations, avec bien sûr des subtilités un peu plus importantes pour la zone urbaine. Les plans, comme je vous l'ai dit, il a été fait le choix, outre d'avoir la destination sur une carte graphique, d'avoir d'autres planches graphiques liées à ce qu'on appelle des planches thématiques du règlement graphique. Elles permettent rapidement et facilement de savoir à un habitant ou une personne morale du territoire, par rapport à sa parcelle, ce qu'elle va avoir droit à faire, notamment, par exemple, en hauteur et en prise de construction, en l'implantation par rapport sur la parcelle, si on est concerné par des risques, si les constructions sont autorisées, quel type, etc., etc. Et donc, de manière à titre d'exemple,
voici ce que peut donner une plage thématique, notamment sur la question du type de destination et d'habitat que l'on peut avoir ou pas, d'activité ou non, en fonction de la parcelle. Donc, comme vous le voyez, toutes les parcelles du territoire sont renseignées, sont affectées une légende à côté, et donc d'une manière très simplifiée, sans forcément aller vers le règlement écrit, on peut savoir ce qu'on peut faire, parce que de la même manière, on va avoir grâce à des cartes, l'implantation des constructions par rapport aux voies, l'emprise au sol des constructions, l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, la hauteur des constructions. Donc tout cela a vocation à simplifier la prise en compte des possibilités ou non de qu'est-ce qu'on peut faire sur sa parcelle. Et donc ça permettra aux citoyens, mais aussi à l'instruction, d'avancer plus vite et de comprendre plus facilement ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire sur son terrain. On a aussi mobilisé des outils pour la protection de la trame verte et bleue et du paysage naturel. Donc, le territoire est constitué d'une trame verte et bleue. Donc, l'obligation de la loi nous dit, et je vais faire un analogisme, donc quand on prend une route, on veut aller d'un point A à un point B, il y a une route, et si cette route est coupée, on est obligé de faire un détour. Donc là, c'est la même chose pour la question, pour la faune et la flore. On a des continuités écologiques, donc sur terre verte et sur les milieux humides bleus. Et donc, on nous demande de regarder l'état et où on en est de ces continuités écologiques, s'il y a des endroits où il y a des obstacles, ou au contraire, lesquels il faut protéger absolument. Et donc, on a mis en place des outils de protection. Et donc, comme vous le verrez plus tard dans le document, on a un document où la question environnementale et écologique a été fortement prise en compte afin, et en lien avec le projet aussi, la préservation du cadre de vie. Donc, au regard de cela, je donne simplement un exemple. Là, vous avez plusieurs niveaux de protection. On a les zones humides, par exemple, et donc il y a eu un enjeu fort. Donc, les zones humides, c'est quand même un élément très important de votre territoire. C'est un élément très important, et il y en a beaucoup, notamment sur la partie sud, notamment sur votre secteur, par exemple, mais pas que. Il a été fait le choix d'inconstructibilité et interdiction de remblayer et drainer. Donc, ça veut dire que dès qu'on a su qu'il y avait une zone humide, on a fait le choix de l'éviter. Donc, d'autres territoires, et la loi le permet, on peut faire le choix de compenser. C'est-à-dire qu'on va sur la zone humide et on va compenser par une nouvelle zone humide. Sauf que, très clairement, c'est compliqué, ça coûte cher et ça ne marche pas très bien. Et donc, du coup, il a été fait le choix, et en amont avec les élus, de se dire les zones humides, par exemple, et vous voyez, il y a aussi les corridors écologiques terrestres, les réservoirs de biodiversité complémentaires, etc. On les évite. On a aussi protégé des éléments paysagers. Donc, sur le territoire, il y a des ensembles paysagers qui, par leur caractère remarquable, sont à protéger. Donc, ça peut être des panoramas qu'on a protégés, des fonds de vallée, des sites inscrits classés, des sites architecturaux, des ceintures naturelles de bourgs. C'est aussi des arbres isolés, des alignements d'arbres et de haies qui a été protégé, des bosquets, des boisements, des parts remarquables. Donc, tout cela fait qu'on a aussi dans le travail une planche thématique qui va repérer tous ces éléments du patrimoine naturel qui convient de repérer, de protéger. Et donc, le PLUI est aussi un outil pour préserver ce cadre de vie à la fois architectural, naturel, remarquable. On évoquait les orientations d'aménagement et de programmation. Ces OAP, elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en œuvre, réhabiliter, restructurer ou aménager les secteurs nécessitant une approche d'ensemble. Donc, ces secteurs, c'est avant tout les secteurs d'extension. Plus, et ça a été un choix aussi de la collectivité, tout secteur de plus de 2 hectares libre en zone urbanisée, donc on va dire ce qu'on appelle dans le jargon des dents creuses, des espaces libres à la construction mais entourés d'autres espaces, la collectivité a fait le choix, si on était au-dessus de 2 hectares, de faire également une OAP. Donc c'est un choix, il n'y avait pas une obligation réglementaire. Donc c'est un choix parce qu'il s'est dit que sur ces grands secteurs, c'était quand même utile d'avoir la même pour pouvoir gérer l'aménagement et éviter, parce que ça peut avoir une incidence importante sur le devenir du secteur. Donc ces OAP, elles peuvent concerner des secteurs bâtis ou non. Donc on peut avoir, comme je vous l'ai dit, être dans un secteur bâti ou non, ou un secteur vierge de construction. Il peut y avoir une ou plusieurs parcelles et que les propriétaires soient publics ou privés. Donc comme vous le voyez à l'image, on a un dessin d'aménagement.
Et donc, on est sur un esprit de compatibilité. Donc, la compatibilité, ce n'est pas la conformité. La conformité, c'est un permis de construire. On vous dit que vous devez avoir un recul de 4 mètres, vous êtes à 3,90 m, vous avez un problème avec votre voisin, il envoie un géomètre, il mesure, votre mur n'est pas légal, doit être détruit. C'est un exemple un peu fort, je l'admets. Mais là, on est sur l'esprit de la compatibilité. La compatibilité, c'est quoi? C'est l'esprit. Ça veut dire que l'idée, c'est qu'il va falloir respecter ce schéma, l'esprit de ce schéma. Donc, on a une souplesse. Et par exemple, vous voyez, là, il y a des traits verts. Ben, ces traits verts, ils pourraient être un peu plus à l'est, un peu plus à l'ouest. Si on montre qu'on est dans l'esprit, qu'on le fait parce qu'on a un certain projet qui est certes un peu différent, mais qui s'inscrit quand même dans la philosophie générale du projet, de l'OAP. Donc, ces OAP, qu'est-ce qui se passe si vous êtes propriétaire d'un site concerné? Ben, il y a ce que vous pouvez faire. Vous avez déjà le droit de ne pas construire. Vous êtes propriétaire, l'OAP ne dit pas obligation de construction. Si vous ne souhaitez pas construire, ce n'est pas par l'OAP qu'on vous obligera à construire. Vous pouvez également construire, bien sûr. Mais attention, pour construire, il va falloir réfléchir à l'ensemble, à déposer un permis d'aménager. Un permis d'aménager, donc, c'est qu'on va concerner, in fine, après plusieurs permis de construire. Donc, vous ne pouvez pas faire une opération un coup par un coup, un permis. Ce n'est pas possible, c'est contre l'idée de projet d'ensemble. Alors, il peut y avoir sur certains grands projets, donc lorsqu'on dépasse, qu'on a un nombre, je dis par exemple 40 logements, on peut avoir plusieurs projets d'aménagement et qui ont des phases différentes. Sur les petits secteurs, donc où on a quelques maisons, 3, 4 des fois, sur les plus ruraux, là, il est demandé d'avoir une opération, un seul permis d'aménager et une opération d'ensemble, donc une réflexion d'ensemble. Si vous êtes, ce que vous ne pouvez pas faire, au contraire, c'est ce que je vous ai dit, c'est construire ou aménager votre parcelle sur la base d'un projet qui ne respecte pas les principes d'aménagement décrits dans l'OAP. Vous ne pouvez pas être contre et aller à l'encontre de l'OAP. L'OAP, elle a un caractère opposable, donc derrière, il peut y avoir un jugement du tribunal administratif. Si vous êtes riverain d'un site concerné de l'OAP, l'OAP ne signifie pas que le secteur va être construit immédiatement. On a 65 secteurs de l'OAP sur le territoire. Certains vont peut-être partir très rapidement une fois que le document est approuvé. D'autres vont mettre plus longtemps, parce qu'on est sur des secteurs moins tendus, parce que c'est plus difficile, ou peut-être parce que les propriétaires cherchent un aménageur, etc., ou veulent du conseil pour aider à faire le territoire. Et puis peut-être qu'in fine, certaines OAP ne sortiront pas, parce que voilà, il n'y a plus le projet, etc. Donc, vous pouvez aussi, bien sûr, l'OAP, elle peut également imposer des questions de couture urbaine, donc entre des parties déjà urbanisées, entre vous et le secteur d'OAP, si vous êtes riverain, notamment par la plantation de haies, la préservation de murs anciens, ou fixer des règles pour l'implantation des maisons, bien sûr. Donc ça, on a réfléchi dans ces secteurs d'OAP aussi à comment on travaille avec la partie déjà urbanisée. Si on fait un bilan des OAP Habitat, donc sur les OAP Habitat, on a 65 OAP, orientation d'aménagement et programmation sur le territoire. Donc 14 en zone U, donc dans les secteurs déjà urbanisés, donc je l'ai dit, c'est de l'intensification, donc c'est tout secteur de plus de 2 hectares. Il y a 50 en zone AU, ça veut bien dire que toutes les communes n'ont pas une OAP. Certaines communes ont fait le choix de ne pas avoir d'OAP parce qu'il n'y avait pas de besoin, etc. Et des communes ont plus d'une OAP. Donc, bien sûr, sur Langon, on a plusieurs OAP, sur Toulaine aussi. Donc, les communes, les principales, les pôles, souvent, on a plusieurs OAP. On a aussi une OAP en zone 2AU. Alors, qu'est-ce que c'est ce 2AU? Donc, le 2AU, c'est en fait, c'est des secteurs de projets qui sont fermés actuellement. Donc, on ne peut pas, même s'ils sont inscrits dans le document d'urbanisme, les construire. Pourquoi? Parce qu'on a un manque d'équipement. On a tous les équipements qui ne sont pas prêts. Et donc, ces secteurs, c'est des réserves pour le futur. Et pour les utiliser, il faudra modifier le document. Donc, il faudra avoir un projet et bien sûr mettre en place les équipements nécessaires qui ne sont pas actuellement là. In fine, on peut faire 1250 logements, 242 logements en zone U et 1012 logements en zone AU. On a aussi des OAP économiques sur le territoire. Ces OAP, elles sont 7 en tout. Il y a 7 orientations d'aménagement économique, donc des orientations en zone 1AU et des orientations en zone 2AU nouvelle fois. Donc, comme vous voyez, vous avez la carte, la localisation. Donc, voilà. On a aussi une OAP tourisme à Austin de 10 hectares sur le domaine départemental
Et enfin, une OAP sectorielle à Mazères sur plusieurs thématiques. Si on s'intéresse à la production de logements, donc le PLUI, il prévoit une production majoritaire en intensification. Qu'est-ce qu'on entend en intensification? C'est le travail dans les parties déjà urbanisées. Donc ça, c'est, quand je vous évoquais la consommation d'espace, la maîtrise, c'est un moyen de maîtriser la consommation d'espace, c'est de ne pas aller chercher que des terrains en extension, c'est aussi construire sur les délaissés, les espaces libres, récupérer des logements vacants. Et donc, in fine, l'objectif sur le territoire, c'est construire 2274 logements à horizon 2030, sur 10 ans. Donc, 47% en extension et 53%, donc la majorité, en intensification. Au lieu de 60% que le SCOT, donc le SCOT, c'est quoi? C'est le document d'aménagement qui est au-dessus du PLUI, donc qui est le document cadre qui est à l'échelle de plusieurs intercommunalités. Donc, c'est un document qui a été construit avec les intercommunalités de la Réole, du Bazadais et de Confluence. Donc, ces intercommunalités se sont mises ensemble pour travailler sur un document cadre commun des grandes politiques d'aménagement du territoire. Et le PLUI d'issue de Gironde, qui est une déclinaison plus précise de ce SCOT, mais aussi un projet propre au territoire, doit en tenir compte. Et donc, ce SCOT donnait un là en disant 60% de la production doit se faire en extension et 40% en intensification. Et là, il a été fait le choix d'aller plus loin et de verser, et donc d'être à 53% en intensification, je le répète. Donc, ça veut dire plus d'un logement sur 10 se fera dans des espaces déjà urbanisés, et à contrario, un peu moins d'un logement sur 10 se fera en extension. Pour cela, on a aussi une armature. Et donc, ce SCOT est donné une vision pour lui de l'armature urbaine du territoire. Alors, il a été fait le choix d'aller un peu plus loin et de préciser cette armature urbaine en la rajoutant un niveau. Donc, on a bien sûr le pôle qui est Langon-Toulaine. On a des pôles relais, dont Saint-Symphorien. On a des pôles intermédiaires, un niveau en dessus, par exemple Ostens. On a des pôles de proximité. Et enfin, on a des communes rurales. Alors, la différence par rapport au SCOT, c'est l'introduction de niveau pôle intermédiaire entre le pôle de proximité et le pôle relais. Et c'est la réalité territoriale en montrant que c'était beaucoup plus complexe avec des différences en termes de niveau de service et d'équipement. Par exemple, pôle de proximité, on est sur vraiment le quotidien et quelques derniers commerces. Commune rurale, on n'en a plus. Et pôle intermédiaire, on en a un peu plus. Et pôle relais, on est vraiment sur un niveau où on va retrouver, par exemple, des collèges, des maisons de santé, des équipements un peu plus rares, surtout qui ne sont pas là sur toutes les communes. On a aussi, à partir de ça, réparti les logements, répartis en fonction des pôles relais, des pôles proximité, des communes rurales. Et aussi, on a affecté à tout ça, et vous voyez aussi, c'est l'idée d'avoir une différenciation en fonction de qui on est sur le territoire. On n'a pas mis les mêmes objectifs de densité, donc de construction, aux communes rurales qu'au pôle de Langon. Donc, on a des vraies différenciations. Sur la consommation d'espace, donc lorsqu'on a regardé précisément ce qui a été consommé sur le territoire, c'est 378 hectares. En 10 ans, le territoire avait consommé 370 hectares, 267 pour l'habitat, 111 pour l'économie, pour se développer. Et donc, l'objectif, comme je vous disais, et l'objectif du projet, c'est de dire on veut continuer à se développer, mais on veut continuer à se développer différemment et en consommant moins. Et pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? On a réfléchi et on a travaillé avec les élus, et notamment donc, cette idée de construire plus en intensification. Et donc, in fine, on en arrive à 137 hectares 77 pour 10 ans. Ça fait 13,8 hectares, sachant que le SCOT, qui est le document supra et qu'on doit respecter, qui est lui déjà avec des objectifs de modération et consommation d'espace, visait 16,8 hectares par an, et donc on est à 13,8 hectares. Donc vous voyez, une nouvelle fois, on va bien plus loin dans le projet que ce que demandait le SCOT. C'est aussi un projet qui s'est construit à partir d'une évaluation environnementale itérative. C'est-à-dire que, contrairement à pas mal de territoires, il a fait le choix de se dire, avant de commencer la partie réglementaire et la partie projet, il a été fait le choix de travailler sur la question environnementale, et notamment de faire un pré-cadrage assez important sur l'identification des zones à enjeux environnementaux. Pourquoi? Il a été fait le choix de prendre en compte différentes données cartographiques
mais aussi des bases fournies aux élus. Ça a été une base fournie aux élus pour le positionnement des secteurs de projet. Et donc, vous voyez dans cette carte donc, qui a des secteurs rouges et orange, donc qui sont certes importants, mais parce que ça montre aussi la richesse environnementale du territoire. On a des secteurs rouges qui sont des enjeux forts, des secteurs orange qui sont des enjeux moyens. Et donc, à partir de ça, on a pu aller un peu plus loin. Donc, vous voyez la précision de la cartographie, c'est illustratif sur une commune. Ça a permis de discuter avec les élus, de dire attention, sur les secteurs rouges, en priorité, il faut éviter d'y aller. Sur les oranges, oui, peut-être, mais attention, ils ne vont pas pouvoir faire ce qu'on veut. Et sur les blancs, ben, c'est plutôt à privilégier ce secteur-là. Et donc, ça a été une base forte pour, in fine, avoir à la fin de l'étude, quand on va arrêter le document, une évaluation environnementale qui montre que l'environnement est vraiment au centre du projet. Et donc, comme vous voyez, on a mis en place un scoring, donc des notes, qui permet à la fin d'avoir des secteurs de projet où on a dit enjeu trop fort à éviter, il faut aller ailleurs. Et où, avec cet exemple sur la commune de Toulaine, comme vous voyez en haut, là, où c'est entouré, on a une zone inondable. Donc, on a notamment un secteur inondable. On l'a extrait du projet, donc on aurait pu le laisser, mais non, on a fait le choix de l'extraire et d'aller plus loin. Et donc, ça a été travaillé, par exemple, sur beaucoup de secteurs de projet où, à d'autres endroits, on a évité des zones humides, à d'autres endroits, on a évité des bois remarquables, etc., etc. Sur votre secteur, quel va être ce qui va se passer? Déjà, ce secteur, il comprend 8 communes. Alors, on parle de bassin de proximité, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas exactement ce qui était l'ancienne communauté de communes. Donc, vous voyez, il y a quelques changements. Donc, ça a été travaillé dans le diagnostic, notamment par rapport aux relations, au commerce, aux services, etc. On a 8 communes. Un pôle relais Saint-Symphorien, un pôle intermédiaire Ostens, 2 pôles de proximité, Balizac, Louchatz, 4 communes rurales. Sur ce bassin de proximité, on aura 250 logements à produire, soit 11% de la production de la communauté de communes. Ça fait environ 25 logements par an. Donc, 25 logements par an, quand on divise, on a divisé par 10, mais ça veut dire que peut-être on en fera 40 une année, 10 de l'autre, etc. Sûrement, ça ne sera pas 25 logements linéairement. C'est en fonction aussi de la maturité des projets, de la capacité de porter, les capacités d'investissement, etc. On a 150 logements qui seront faits en extension. On aura un objectif de reconquête de 8 logements vacants et donc de 92 logements qui devront être travaillés dans les enveloppes urbaines. Et pour cela, bien sûr, on a des orientations d'aménagement, 8 orientations d'aménagement, donc 8 en zone AU. Excusez-moi, il y a une coquille, il y a marqué 11, c'est 8. C'est 8 en zone AU. Et sur ce territoire-là, il n'y a pas, ce n'est pas une DAR, hein, c'est parce que le territoire ne s'y prête pas et il n'y a pas de potentiel de plus de 2 hectares en enveloppe urbaine, il n'y a pas de zone de OAP en zone EU. On pourra réaliser avec ces 8 OAP 150 logements sur les 10 ans, minimum. On a aussi une OAP économique, donc à Saint-Symphorien, et une orientation d'aménagement et programmation tourisme, donc le domaine départemental à Ostens. On a aussi, sur ce territoire, comme sur tous les territoires, la question de qu'est-ce qu'on fait, on a parlé beaucoup des zones U et AU, c'est qu'est-ce qu'on fait dans les zones A et N. L'urbanisation dans ces zones, il faut savoir qu'elle est dérogatoire. Par principe, on n'est pas là pour urbaniser les zones agricoles et naturelles. Alors, soit il peut y avoir des projets, bien sûr. Donc, mais ces projets, il faut qu'on les connaisse. Et notamment, c'est un outil qui a un nom barbare, qui s'appelle le STECAL. Ces secteurs de capacité limitée, de taille et de capacité limitée, sont des secteurs qui sont délimités. Donc, quand on dit délimité, le terme est important, c'est-à-dire qu'il faut qu'on l'ajuste au plus près. On n'est plus dans l'urbanisme où on faisait des poires pour la soif. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on doit le justifier. Donc, se dire on va un peu plus loin, non. Donc, on est sur des secteurs qui sont délimités précisément et qui vont permettre, en fonction du projet et en fonction du type de STECAL, certaines constructions et installations de manière dérogatoire. Donc, sur votre territoire, par exemple, il y a la question de STECAL tourisme sur Ostens en lien avec le domaine départemental. Il y a aussi un STECAL habitat et il y a d'autres types de STECAL. Donc, vous voyez la carte. En tout, on a 9 STECAL sur le périmètre. On a aussi une autre façon ou possibilité en zone agricole et N.
qui a été peu utilisé sur le territoire, donc, mais c'est une possibilité, c'est le changement de destination. Donc, il y a un changement de destination possible. Alors, je dis bien possible parce que c'est des choses qui sont très dérogatoires. Donc, l'objectif, c'est bien sûr d'en avoir, une nouvelle fois, de montrer notamment l'intérêt par rapport au caractère patrimonial du changement de destination et du fait que c'est un changement de destination qui ne va pas mettre en péril soit la zone naturelle, soit la zone agricole. Donc, on en a repéré un sur votre territoire. Il y a enfin, et avant que l'on passe aux questions et les prochaines étapes, la question de qu'est-ce qu'on fait si on habite dans un secteur A et N, donc on a une habitation, et que sur ce secteur A et N, oui, sur ce secteur A et N, on y habite, qu'est-ce qu'on peut faire? Le règlement prévoit dans ces secteurs A et N des possibilités d'extension limitées, donc notamment en pourcentage, pour les personnes qui résident et donc qui ont des maisons, et aussi par rapport à des annexes. Tout ça est réglementé, limité, parce que la loi nous le demande. On ne peut pas se permettre, si on ne limitait pas, on serait par exemple quelqu'un qui a une maison de 50 mètres carrés pourrait y construire 500 mètres carrés. Non, on est dans des limitations de pourcentage, mais donc ce n'est pas gelé. Quand on y habite, on peut faire des choses dans son secteur AN, bien sûr, en conformité, en déposant une permis de construire, une déclaration avant travaux en fonction de ce qu'on veut faire. Pour finir, les prochaines étapes. Donc maintenant, que va-t-il se passer? Il va se passer dans quelques semaines, avec les élus, l'approbation du document. L'arrêt du document. Je vais trop vite. Je veux déjà finir. Donc, l'arrêt du document. Cet arrêt du document, donc, il va se passer en conseil communautaire. Donc, l'arrêt va être voté par le conseil communautaire. Ensuite, les communes, toutes les communes donc, du territoire vont être consultées, auront 3 mois pour donner leur avis sur le document. Ensuite, c'est ces fameuses personnes publiques associées qui vont être consultées, donc la DDTM, les chambres consulaires, le département, la région, les syndicats viticoles, les forestiers, etc. Donc, toutes les personnes de l'aménagement des territoires en lien avec l'aménagement des territoires sur votre territoire. Il va y avoir une enquête publique qui est faite pour vous, les personnes morales. Donc, cette enquête publique durera 1 à 2 mois. On pense que c'est plutôt 2 mois vu la taille du territoire, mais ça, c'est le commissaire enquêteur ou les commissaires enquêteurs qui nous le diront. Suite à cette enquête publique, il sera décidé avec les élus les éventuelles modifications, sachant que tout ce qui est propos, on aura des choix politiques à faire. Et enfin, le document définitif sera approuvé et deviendra exécutoire pour l'ensemble des communes. Et donc, pour vos autorisations, toutes vos autorisations d'urbanisme, vous référez à ce document-là. Je vous remercie. La parole est à vous. Et vous pouvez poser vos questions. Monsieur Douin, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez y aller aussi. Alors moi, j'ai coupé ma vidéo parce que le flux n'est pas terrible, mais j'écoute les questions et j'y répondrai volontiers. Pas de souci. N'hésitez pas à poser vos questions. C'était trop clair? Donc, juste pour préciser quelques éléments très factuels sur l'enquête publique, parce qu'on a on a un peu l'expérience, ce n'est pas la première réunion qu'on fait, donc on sait que ça questionne pas mal de personnes. À partir que le document sera arrêté en conseil communautaire, que la délibération sera validée juridiquement, donc ça prend 1 semaine à peu près, l'ensemble des documents seront… alors, on a une question. L'ensemble des documents seront mis à disposition sur le site de la communauté de communes. Ensuite, on ne peut pas le connaître à l'avance. Nous, on saisira pour la commission d'enquête publique. L'enquête publique se déroulera sur plusieurs communes, bien sûr. Donc, il y aura aussi un registre en ligne. Donc, tout cela sera mis en place. Donc, vous pourrez soit vous déplacer, comme vous avez peut-être l'occasion, dans des endroits où le commissaire enquêteur sera là avec le dossier, soit vous pourrez aussi faire l'enquête publique en ligne. Les deux seront possibles. Et par courrier, enfin, vous pouvez bien sûr envoyer par courrier. Alors, nous avons une première question de Lydie
Alors, je parle j'ai que le prénom, donc je me permets de l'appeler Lydie. Bonjour, l'éventuel futur trajet du TGV est-il pris en compte? Oui, il y a un emplacement réservé, donc c'est une demande de l'État. Ça a été pris en compte. Donc voilà, donc sur le fuseau connu, on a un emplacement réservé. D'autres questions? Alors, j'ai une deuxième question de Monsieur Lebon, j'imagine. La communauté de communes est-elle soumise à la loi SRU en matière de logement social? Le PLUI devra-t-il prévoir un taux de production? Non, il n'y a pas de communes qui sont assujetties à la loi SRU, mais bien sûr, dans le PADD, on a évoqué la question du logement social. Mais il n'y a pas, voilà. Où peut-on trouver ces renseignements? Sur le fuseau, alors je pense que c'est toujours Lydie par rapport à la LGV. Alors, le fuseau, doit être sur le site de la LGV, Atlantique, non, la LGV. Donc, et ensuite, nous, il sera, vous l'aurez sur les plans du futur PLUI, donc arrêté. Sur le plan, vous aurez l'emplacement réservé. Il est indiqué. De rien. Merci de Lydie. D'autres questions? Alors, l'objectif annuel de production, comme je vous l'ai dit, le seuil, c'est l'objectif maximal à horizon de 10 ans. L'objectif annuel, il n'y a pas du tout, voilà, c'est à titre d'information parce que c'est souvent plus facile de reporter à une année en ordre de grandeur. Mais il n'y a pas d'objectif minimum annuel, sachant que voilà, on peut avoir des communes qui vont avoir parce qu'il y a une forte demande et peut-être que parce qu'il y a une préparation ou forte en amont, on va avoir une production qui va se lancer rapidement et d'autres qui vont avoir plus besoin de temps, notamment sur les secteurs de projet pour affiner le projet financièrement, techniquement, avec éventuellement les avocats conseils, les techniciens de la communauté de communes, etc. Donc, ce n'est pas un objectif maximal ou minimal annuel. Donc, 25, c'est simplement, ça permet de se donner un ordre de grandeur plus facile. D'autres questions? La présentation sera aussi mise en ligne assez rapidement. Je précise, je n'avais pas précisé. Alors, les changements de destination de bâtiments, granges, ruines, sont-elles comprises comme des nouvelles constructions de logements? Alors, pour les changements de destination, notamment sur le secteur, il n'y en a pas ou il n'y en a presque pas. Donc, si vous êtes sur une commune où il y en a, donc ça peut être d'autres parties du secteur, notamment sur la partie nord, il y en a un peu plus, c'est compté comme un logement. Et les ruines, on ne peut pas. Hein. Ce n'est pas des ruines, hein. C'est des granges. En fait, il faut qu'il y ait un caractère patrimonial.
Si c'est une ruine totalement, ça ne comptera pas. Il faut que quand même, au départ, on est sur un bâtiment qui tienne encore, voilà, qui n'était pas destiné à l'habitat, alors souvent à l'agriculture, hein, c'est souvent ça, et qu'on va transformer pour de l'habitat. Mais une nouvelle fois, c'est dérogatoire. Et pour expliquer bien le processus, c'est que là, on propose ces bâtiments-là. Ça va être étudié de manière fine par une commission qui est la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, d'ICD-PENAF, qui est une commission paritaire avec la Chambre d'agriculture, des élus, l'État, etc., qui vont examiner, qui vont éventuellement retoquer pour partie certains, qui peuvent ou pas retoquer certaines par rapport à la protection de l'agriculture. Et lorsque la personne, même si dans le document, donc, le changement de destination existe, donc ça permet à la personne de déposer un permis de construire, elle a le droit, bonne et due forme, en fonction de respecter le règlement, etc. Sauf que la CDPENAF réexamine le permis de construire. Donc elle peut avoir donné un accord sur le sur le document général et donner un accord négatif sur le permis de construire. Donc on est sur vraiment, pour préciser, c'est vraiment, j'insiste, alors c'est pas moi qui fais la loi, mais on est sur des choses qui sont sur de l'exceptionnel. Sud-Ouest. Oui, il y avait une question là qui a disparu. Ah, une question qui a disparu. Second logement, j'ai vu ça. Ah, mais je viens d'y répondre. Ah, d'accord. C'était une nouvelle question. Alors, nouvelle question. À quel moment de la procédure faire une demande si on a un projet pour une parcelle? Alors, pour le moment, vous attendez que le document soit mis en ligne. Donc, après l'arrêt du document, vous aurez la capacité de voir par rapport à votre parcelle comment elle est classée. Est-ce qu'elle est classée en zone agricole? Est-ce qu'elle est classée en zone urbaine? Et qu'est-ce qu'on peut faire sur cette parcelle-là? Est-ce qu'elle est classée dans un secteur d'OAP, donc à urbaniser? Est-ce qu'elle est classée en zone naturelle? Et en fonction de ça, ben, l'enquête publique qui peut se dérouler de manière électronique, comme je vous dis, ou en présentiel, vous avez le moyen de demander le changement de destination. Donc, de dire si votre parcelle est passée, par exemple, en N, demandez à la classer, j'aimerais qu'elle soit urbanisée, en urbanisable, etc. Vous avez toujours la possibilité. Après, voilà, tout dépend de ce qui se passe sur votre parcelle où vous êtes situé. Et donc, le commissaire enquêteur nous demandera de répondre et d'argumenter notre choix par rapport à cette parcelle-là. Donc, vous avez cette possibilité-là. On a une autre question. Donc, une question d'Amandine France. Nous avons un projet de construction individuelle sur un terrain pour le moment non constructible, mais qui devrait le devenir avec le nouveau PLUI. Nous devons donc attendre encore environ un an, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Vous avez très bien compris. C'est bien ça. Donc, et voilà, c'est le temps que le document soit approuvé. Donc, pour le moment, toutes les demandes se réfèrent aux documents existants. Tant que le document PLUI n'est pas approuvé, c'est le document existant qui fait foi. Donc, si pour vous, c'est un changement de destination entre les deux, à la faveur de la constructibilité, il va falloir attendre que le PLUI soit exécutoire. Sinon, vous ne pouvez pas déposer un PC parce que, pour le moment, si j'ai bien compris, il n'est pas constructible. Encore une question? Ah oui. Alors,
Alors, la personne chargée de l'évaluation environnementale des parcelles permanent-elle les propriétaires de son intervention? Alors, l'évaluation environnementale a déjà eu lieu et donc la personne est intervenue et donc un environnementaliste a visité l'ensemble des secteurs de projet. Donc après, elle n'a pas visité l'ensemble des parcelles du territoire. C'est surtout les secteurs de projet qui ont été investigués et donc ça a été déjà fait. Donc il y a déjà eu un passage. Donc dans un premier temps, il y a un travail qui est fait à partir de documents, des connaissances, donc qui sont des données. Il existe pas mal de documents. Et ensuite, il y a une visite terrain, et notamment à plusieurs périodes de l'année pour voir, parce qu'il y a des espèces qui ne sont pas visibles tout au long de l'année. Pardon. Il y a des saisonnalités. En principe, dans ce cas-là, la mairie est prévenue qu'il y a une campagne qui vise à faire un inventaire des espèces. Dernière question. Ou la fin vous taraude tous. Monsieur Douens, que fait-on? Écoutez, si on a, Je n'ai pas de nouvelles questions. voilà, s'il n'y a pas de nouvelles questions, je pense on peut conclure. Après, les questions, s'il y avait des questions qui venaient par la suite, comme on l'a dit cet après-midi à Saint-Symphorien, il est toujours possible de faire passer des questions par la mairie ou les envoyer au service urbanisme. On les prendra et on tâchera d'y répondre. Tout à fait. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et donc, je vais donc fermer cette réunion publique. Et je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit. Merci à tous, bonne soirée. Au revoir. Et à nous, à vendredi à Saint-Mexan, À vendredi. à Saint-Macaire. À Saint-Macaire.